révérend Jean-Marie. Bonjour. Donc nous sommes le 11 avril 2008 et on est aujourd'hui en interview à la maison, tranquillement devant une petite tasse de café, Oui. afin de parler de multiples choses. Et écoutez, ma foi, le mieux c'est de vous laisser parler et puis de vous présenter vos activités culturelles et associatives sur la ville d'Arras et d'ailleurs et des environs. Voilà. Donc, vous êtes le révérend Jean-Marie, vous avez, sans indiscrétion, quel âge avez-vous 58 ans. 58 ans. Je suis né le 23 mars 1950. D'accord, vous êtes né où? Au Congo. Au à Congo. Bioko, oui. Donc, maintenant, c'est le RDC. RDC, la République démocratique du Congo. Voilà, bien. Ex-Zaïre. Ex-Zaïre, exact. J'ai quelques amis sur l'île qui sont venus il n'y a pas très longtemps de là-bas. Dans les événements. Bref. Donc, vous êtes révérend depuis quelle année sur Arras? Depuis 1994, Depuis que 94. j'avais fondé donc l'Assemblée des missionnaires évangéliques. Sur la ville d'Arras Sur- ou... Oui, sur Sur la la ville ville d'Arras. d'Arras, oui. D'accord. L'Assemblée des missionnaires évangéliques, où j'ai exercé depuis la fondation. D'accord. J'ai exercé en tant que pasteur et puis bon, finalement maintenant je m'occupe plus de la formation, la formation des ecclésiastiques, la formation des pasteurs, des évangélistes. De la relève. Oui, tout à fait. Et D'accord. surtout par rapport aux missionnaires, puisque je travaille maintenant comme missionnaire. D'accord. Et donc je forme la relève déjà. Bien. Mais c'est très bien tout ça. Donc ça se passe, ces formations se passent régulièrement? Ça se passe régulièrement, mais pas sur Arras. Pas sur Arras. Donc je me déplace souvent D'accord. parce que nous avons un centre déjà dans la région parisienne. Bien. Et je m'occupe aussi de la formation par correspondance donc des pasteurs qui sont en Afrique, D'accord. à qui j'envoie des enseignements. D'accord. Donc vos élèves sont nombreux, j'imagine, Ah oui. de plus en plus nombreux. Ils sont nombreux. Donc- Et c'est comme ça que j'ai regroupé dans une seule association qui s'appelle le Mouvement des missionnaires évangéliques euro-panafricains. D'accord. Donc les églises et les pasteurs qui sont dans mon apostolat. Parce que D'accord. j'exerce un ministère apostolique D'accord. Et cette association, le siège social se trouve à Arras, à Arras, donc Oui. rue 5 rue de Paris. 5 rue de Paris, donc Ouais. tout est rassemblé là-bas. Voilà. Donc d'accord. Donc on a à peu près, vous occupez en formation de combien de personnes pour un futur apostolat en Afrique et ici et environ combien de personnes Donc si on rassemble tous les pays où nous sommes implantés, ça peut D'accord. faire 230 ecclésiastiques D'accord. Sur combien de pays? sur 9 pays. Sur 9 pays. Ouais. Surtout exclusivement d'Afrique noire. Oui. D'accord. Donc, par Parce exemple, que je compte dans ma mission, je veux amener les pasteurs africains à comprendre la culture française, mais Bien. aussi à collaborer, à travailler avec les pasteurs français, d'accord. européens. C'est une noble cause, Voilà. je dirais. Et je dirais une question un peu peut-être qui va vous... je sais pas, au niveau de l'œcuménisme ici en France, par rapport à votre côté, votre face religieuse, est-ce que vous avez des relations, j'imagine, cordiales avec l'évêque ou avec d'autres, ou avec la mosquée, ou avec, est-ce que ça se passe cordialement, ou est-ce que vous avez votre place, est-ce qu'on vous laisse vous exprimer librement, ou bien parce que quelque part entre guillemets minoritaire Oui, dans oui, votre tout à démarche fait. de développement, mais Tout à fait. quand même minoritaire. Donc c'est intéressant de savoir quelles sont vos relations avec les autres religions monothéistes, oui. si je puis dire ainsi. Je sais pas, je m'exprime un peu mal sur la question. Donc je comprends bien la pensée. Bon, l'écuménisme, moi je vois l'écuménisme dans le sens où, quelle que soit l'opinion, quelle que soit la religion de la personne, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc on peut bien vivre avec les musulmans, d'ailleurs c'est ce que je fais.
Je vis avec les musulmans, je vis avec les catholiques, je vis avec les protestants. Hein. Donc, je crois que pour moi, le vrai écuménisme, c'est ça. Hein. C'est la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, voilà. L'écuménisme n'est pas un problème, excusez-moi. Voilà, ce n'est pas du tout un problème. Voilà. Bon, quant à faire, par exemple, ce que j'appelle des pactes de non-agression, hein, je ne pense pas que c'est ça le vrai écuménisme. Au contraire, c'est peut-être ça qui amène les problèmes. Oui, je crois. Voilà. Oui. Il me semble qu'on s'est compris. Pour moi, l'écuménisme, c'est que tous les croyants, quelle que soit leur religion, doivent vivre ensemble. Bien. Et se respecter. Et se respecter, Mutuellement. respecter les opinions des uns et des autres. Je pense, je pense la même chose que... Par exemple, l'évêque d'Arras, nous nous connaissons, nous nous voyons dans le cadre individuel. Nous nous rencontrons, nous parlons, il n'y a aucun problème. Et j'ai des amis qui sont des curés. Tout comme les responsables de la mosquée ici à Arras. Oui, nous nous connaissons. Mathis. Oui, nous nous connaissons très bien et nous nous côtoyons. Mais bon, cela ne dit pas forcément qu'il faut que nous puissions célébrer, faire une célébration ensemble. Je respecte leur religion et aussi respecte donc tout se passe très bien. Très bien. Voilà, bien. Très bien. Maintenant, donc on a parlé un petit peu du culte, de tout ça. Vous organisez, vous êtes aussi président. Oui. Donc d'une association, donc qui est l'association de plusieurs associations. Oui, alors. Oui. Comment sont... Parce que là, je parlais du mouvement des missionnaires évangéliques euro-panafricains qui rassemble toutes mes églises et qui sont en Afrique. Bon, c'est une association, loi 1901, déclarée ici à Arras. D'accord. Bon, il y a l'assemblée des missionnaires évangéliques, là c'est la congrégation. Donc c'est l'église. C'est la hiérarchie officielle, on va dire. C'est l'église. L'église, par respect de la loi, nous nous déclarons quand même association loi 1901-1905. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je suis le président. D'accord. Et c'est à partir de l'église d'ailleurs qui célèbre le culte les mercredis à 18h, tous les mercredis à 18h, tous les samedis à 18h et tous les dimanches à 10h. Bon, c'est au fait partant de l'église que j'ai fondé l'association Bon Samaritain qui accueille les réfugiés. Les réfugiés. La plupart viennent du Darfour. Actuellement, c'est beaucoup de Darfouriens. Bon, actuellement, il y a moins de personnes, hein, moins de clandestins qui arrivent. Mais, par exemple, en 2006, 2005, 2006, 2007, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup, surtout qui viennent du Darfour. Et j'ai accueilli près de 600 Darfouris que j'ai sortis de la clandestinité. Que vous avez donc régularisé Que j'ai essayé d'aider dans le sens que l'État puisse régulariser leur situation. Et puisque ça ne se faisait pas ainsi, hein, leur dossier était souvent rejeté par l'Office français de protection des réfugiés. Oui, et parfois confirmé par la commission de recours des réfugiés, la décision de l'OFPRA confirmée par la commission de recours des réfugiés, ce qui faisait que la personne retournait dans la clandestinité. D'accord. Et c'est ça qui avait fait que je puisse écrire une lettre au président de la République. Mais depuis que j'avais écrit cette lettre ouverte au président de la République, en tout cas, la condition des demandeurs d'asile s'est améliorée, surtout administrativement. Au niveau du traitement des dossiers. Voilà. Ça va beaucoup plus vite, mais aussi il y a beaucoup qui obtiennent l'asile politique. D'accord. Au niveau des Darfouriens. Oui. L'asile politique, d'accord, bien. Et il y a d'autres personnes qui viennent d'autres pays aussi que vous avez accueillis? Oui, j'ai des Guinéens qui sont aussi nombreux. Donc réfugiés politiques eux-mêmes. Qui viennent demander l'asile. Et économiques. Souvent, c'est mélangé. C'est les deux. Hein. Bon, eux, ils se plaignent de la dictature. Hein. En Guinée, il y a la dictature. Bassoa, c'est ça? Guinée-Conakry. D'accord. Voilà. Donc, il y a les Guinéens, il y a des Tchadiens, il y a des Angolais, et il y a, j'avais accueilli une Libérienne, et là il y a un Botswanais pour la première fois qui est arrivé,
Mais la majorité reste les Darfouris. D'accord. Et sur Arras, toutes ces personnes, est-ce que ça a provoqué une émotion, une sensibilisation particulière par rapport à votre action de missionnaire vis-à-vis de ces gens-là, d'aide vis-à-vis de ces personnes? Dans le cadre missionnaire, dans le cadre missionnaire ecclésiastique, il n'y a aucun problème. Dans ce cadre-là, il n'y a aucun problème. Alors, depuis 2004 que j'avais commencé à accueillir les Darfouris, c'est là où il y a eu un chamboulement. Un chamboulement parce que le fait d'accueillir les clandestins qui viennent de pays en difficulté, des pays en guerre, j'avais commencé en 1999, puisque le Bon Samaritain est fondé en 1995. Bon, il y avait quelques personnes, pas plus de 10. Mais en 2004, c'est là, depuis janvier 2004, que les Darfouris commençaient à venir. Alors, de là, par rapport à la préfecture, par exemple, je n'ai jamais eu de problème, puisque bon, le service des étrangers de la préfecture sait très bien que je suis compétent pour cette mission. Donc, je n'ai jamais eu de problème avec la préfecture. Et moi-même, je m'arrangeais, et d'ailleurs je continue à le faire, je m'arrange pour que le service des étrangers de la préfecture ne soit pas envahi par des foules de personnes. Donc, j'organise les choses pour permettre aussi aux agents du service de la préfecture de pouvoir travailler dans ne pas être en débordement, submergé. D'accord. Donc, vous avez peut-être travaillé avec éventuellement les comités de sans-papiers de 62 et du Nord-Pas-de-Calais? Non, j'ai jamais travaillé avec les comités de sans-papiers, mais nous nous connaissons. Ouais. Bon, c'est parce que j'étais parti sur la base que j'accueille les clandestins, je les fais sortir de la clandestinité, je les aide à introduire le dossier au niveau de l'OFPRA. Mais si, par exemple, la personne, son dossier est refusé par l'OFPRA et par la commission de recours, moi je ne peux plus rien faire. D'accord. Donc je ne dépasse pas cette instance-là. Cette légalité. Voilà. D'accord. Bon, donc, de ce fait, la personne peut saisir, par exemple, le comité de sans-papiers. Bien. Moi, je reste sur l'asile politique. D'accord. Bien. Est-ce que vous auriez d'autres choses à rajouter? Parce qu'il paraît qu'en octobre, j'ai su ça d'une petite oreille, vous organisez quelque chose. Alors peut-être vous n'avez pas envie d'en parler, c'est une surprise. Oui, bon, ce n'est pas interdit d'en parler. C'est parce que on a vu les Africains venir, d'ailleurs même dans la rue, il y a des gens qui me disaient, mais révérend, c'est à cause de vous qu'il y a plus de Noirs dans la ville. Bon, j'avais entendu des choses comme ça, que les préfets ne restent pas dans le département du Pas-de-Calais à cause de vous et vos problèmes de réfugiés, tout et tout. Bon, c'est vrai que en 4 ans, on a connu à peu près 4 préfets. Il y a des mauvaises langues partout. Voilà, mais bon, je ne fais pas attention à tout cela. Les préfets sont envoyés, je crois que c'est le Parlement qui décide, ce n'est pas, le président de la République. Ce n'est pas à cause de moi. Mais par contre... Au ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, bon, j'entends ça, mais je laisse faire. Oui, bien sûr. Mais sinon, on a connu donc dans la ville d'Arras, on connaît les Africains qui viennent avec le problème d'immigration. Bon, par contre, je veux montrer une autre facette des Africains, puisque ces gens qui viennent, malgré ce qu'ils connaissent dans leur pays, malgré toutes ces difficultés, ils ont aussi une culture. Et un savoir-faire. Voilà. Savoir-être. Donc, je veux présenter ce côté-là. C'est pour cela que je suis en train de m'organiser pour pouvoir faire un festival au mois d'octobre. 2008. Si tout se passe, 2008. Si tout se passe bien, ce sera le 10 et le 11 octobre 2008. 2008. Sur la commune d'Arras ou alentour? Ah oui. D'accord, bien. Arras est devenu international. International. Arras est devenu international. On en saura plus d'ici quelques mois, donc après l'été. Oui, tout à fait. Le but de ce festival, c'est de montrer aussi les cultures africaines. Il y aura des danses, il y aura des chants, il y aura
des différents des artistes, de oui, tout, oui, de tout des genre. différents pays D'accord. africains. Que vous allez faire venir aussi, ou qui sont déjà présents sur le territoire ou... On va prendre ceux qui sont déjà présents Déjà, oui. sur le territoire. Pour les faire venir, c'est aussi... Ceux qui sont présents sur le territoire, on va commencer comme ça. Parce que je compte que ce festival puisse être au moins une fois chaque année. D'accord. Bien. Bah écoutez, révérend, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Merci à vous. Voilà. En 1916, les Anglais sont là. Le Darfour, avant 1916, le Darfour était un pays déjà. Un pays, c'était un royaume. Bon. Maintenant, lorsque c'est devenu sous l'occupation anglaise, les Anglais en 1916 vont annexer le royaume du Darfour au Soudan. Alors, ils annexent le royaume du Darfour au Soudan et le pouvoir est entre les mains des Arabes. Donc le noir, puisque le Darfour c'est la terre des noirs, hein, le noir se retrouve plus démuni. En 1956, les Anglais donnent l'indépendance au Soudan. Donc, tout le pouvoir est entre les mains des Arabes. Alors, maintenant, les Arabes qui n'ont pas de terre, hein, les Arabes nomades, veulent prendre la terre des Darfouris. Et les Darfouris ne sont pas d'accord, puisque eux, ils ont leur terre et ça leur appartient. Bon, et c'est comme ça que les conflits avaient commencé. Parce que les Arabes non sédentaires voulaient prendre les terres, puisque les Arabes sont étaient plus des éleveurs, et les Darfouris étaient plus des cultivateurs. Bon, les éleveurs ont besoin de terres pour paître leurs troupeaux. Il y avait des arrangements, mais ça se tournait parfois, ça se passait mal parfois. Bon. Finalement, dans tout cela, le gouvernement ne fait rien. Les Arabes du Darfour sont armés par le gouvernement et ils sont en train de massacrer les civils, les pauvres paysans. Le gouvernement n'intervient pas. Alors c'est comme ça que maintenant les Noirs, les intellectuels noirs, et d'ailleurs c'est un ami, le plus grand chef des rebelles, c'est un ami. C'est comme ça qu'ils se sont soulevés aussi pour fonder une milice, dans le but de se protéger contre ceux qui les attaquent. Et c'est là que le gouvernement a eu le prétexte qu'ils se sont soulevés pour la rébellion. Moi j'avais lu des articles où il disait qu'il y avait aussi derrière tout ça la présence américaine qui manipulait aussi... C'est que même la France, tous les pays, les grandes puissances ont un intérêt là-bas au Soudan. Parce qu'apparemment c'est stratégique au niveau de la position. Voilà. Donc toutes les grandes puissances ont un intérêt là-bas. Que ce soit les Français, les Anglais, les Russes, les Chinois, tous ont un intérêt là-bas. Et c'est pour cela que le problème du Darfour stagne. Et donc les Chinois envoient des armes là-bas, exportent 60% de pétrole du Soudan, et puis en contrepartie ils envoient des armes. Ils ont même construit des usines de fabrication d'armes au Soudan. Donc c'est terrible. Les Russes envoient des avions de combat au gouvernement. Et tout cela, pas pour se protéger contre l'ennemi qui peut venir de l'extérieur. Avec ces armes sophistiquées, ils massacrent les Noirs. Parce qu'au Soudan, il n'y a pas de richesse sur le sol, si. Déjà, sous le Darfour, en dessous, il y a un lac. Les Américains le savaient, c'est pour ça qu'eux non plus ne veulent pas lâcher là-bas. Il y a un lac, et au Darfour, il y a le pétrole. Ah oui. Donc, ça intéresse le gouvernement pro-arabe. Le Darfour est riche, mais personne ne l'a jamais su. Et maintenant qu'après les études, on découvre qu'il y a le lac souterrain, il y a le pétrole au Darfour, tout d'un coup, pour le gouvernement, le Darfour devient intéressant. Il faut chasser tous les Noirs pour récupérer cette terre afin que les Arabes puissent l'exploiter. En fait, il y a toujours eu des petites tensions entre les populations, mais là, c'est certainement activé par les pays étrangers
qu'il y ait une guerre civile et faire main basse. Ben oui, c'est qu'avant, la guerre était au sud. Parce que le sud, c'est chrétien et animiste. Hein. Et donc, comment on peut être les deux? Ce que je me pose comme question. Comment on peut être les deux? Comment on peut être chrétien et animiste? non, c'est un mélange des chrétiens et des oui. animistes. Hein. Bon, le sud est constitué comme ça. Alors, le gouvernement arabe avait mené la guerre pendant au moins 24 ans contre le sud du Darfour, contre le sud du Soudan. Bon, et il y a eu des milliers de morts, avec la même stratégie des Janjaouides, qui vont commettre des atrocités. Bon. Qui était le commandant militaire pendant cette guerre contre le Sud? C'est celui qui est devenu le président. El-Bachir était le général qui a commandé la guerre contre le Sud. Alors après, il s'entend avec le chef du Sud, il arrête la guerre là-bas pour commencer au Darfour, contre les musulmans. C'est musulmans contre musulmans. Il y a les musulmans radicaux qui veulent imposer leur islam aux Noirs. Les Noirs disent que nous sommes des musulmans, mais nous sommes des modérés. Donc, nous n'acceptons pas cette forme d'islam. Et c'est ça qui fait qu'au Darfour, c'est vraiment terrible, hein, ce qui se passe là-bas. La communauté internationale savait très bien tout ce qui se passait. Mais si on n'avait pas fait, s'il n'y avait pas eu de mouvement qui puisse se soulever pour que la population soit au courant, jusqu'aujourd'hui, et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont envoyé personne là-bas. Bon. Il y a les militaires de l'armée africaine qui étaient envoyés. Mais le problème, c'est que l'Union africaine, le problème, c'est que l'Union africaine est une coquille vide. Donc, ils parlent de l'Union, ils n'ont pas le moyen, et la plupart de ceux qui sont les présidents qui composent cette Union africaine sont des dictateurs et qui sont contents d'être protégés par la Chine. Ils s'entendent avec la Chine. Donc, oui, c'est le nouvel empire. Ah oui, puisque c'est pas la Chine qui va, c'est pas le gouvernement chinois qui va demander au président africain de respecter le droit de l'homme. C'est pour cela que tous ces dictateurs africains veulent bien être protégés par la Chine. Pour vous, la solution, elle serait où alors? La solution, pour moi, c'est que il faut au préalable que la force hybride puisse sécuriser le Darfour, mais pas avec 26 000 hommes, qu'on envoie même plus de 100 000 hommes, puisse sécuriser tous les Darfour. Les villageois, ceux qui restent, ceux qui sont vivants, puisqu'il y a beaucoup qui sont morts, puissent retourner dans leur village. Les Janjaouides, que les Janjaouides soient désarmés, et déjà partant de là, l'aide humanitaire peut aller dans tous les villages, et après quoi, prendre tous les politiques du Soudan, les politiciens, de rassembler autour d'une table de négociation. Et c'est ça la solution. Mais si on n'arrive pas, si déjà la force hybride ne sécurise pas le Darfour, il n'y aura rien de spécial. Et les pauvres paysans, les vieillards, les femmes, les enfants sont en train de mourir tous les jours. C'est une catastrophe humanitaire. Ah oui, tout à fait. Il y a combien de personnes environ qui sont dans cette situation-là de précarité totale si on part déjà, sur le fait que le Darfour avait 6 millions d'habitants, si on part comme ça, avait 6 millions d'habitants. À ce jour, ceux qui ont fui le Darfour, qui sont dans d'autres pays, il faut compter au moins 2 500 000. Une diaspora d'environ 2 500 000. Voilà. Bon. Et le calcul est vite fait, 6 millions moins 2 500 000. Et si on compte plus de 400 000 morts, donc... on est à 50%. Voilà. Éventuellement, les autorités internationales attendent les autres 50% pour pouvoir intervenir. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Attendre les autres 50%. Mais s'il n'y a plus de Darfouriens au Darfour, ça les arrange. Comme ça, ils n'enverront personne. Voilà. Et puis, ils pourront prendre place
Voilà. C'est une néo-colonisation. Et surtout, les villages où les habitants sont chassés, le président soudanais a donné l'autorisation à tous les Arabes qui n'ont pas de terre, les Arabes du Tchad, hein, tous ces Arabes qui sont dans le secteur qui n'ont pas de terre, d'aller occuper les terres de Darfour. Donc ça, c'est encore un gros problème. Et est-ce que vous avez espoir par rapport à ça? Et déjà, concernant la force hybride, on nous a dit, c'était l'année dernière, que cette force allait se déployer. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Bon, la force de l'Union africaine. Non, la force hybride, donc l'Union africaine, OUA. D'accord. Hein? Bon, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Alors, j'avais trouvé quand même que si la France ne faisait pas partie de l'Union européenne ne serait rien d'autre qu'une union de lâches. Parce que il y a quand même la France qui est en train de secouer, et c'est comme ça qu'il y a eu le déploiement de l'effort à l'est du Tchad. C'est déjà un grand pas, c'est déjà une victoire pour sécuriser au moins ces secteurs-là. Mais ce n'est pas fini, il faut qu'on aille plus loin. Il faut, coûte que la force hybride soit déployée au Darfour. D'accord. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Auquel cas, c'est une catastrophe totale pour et une disparition totale des Darfouriens, voilà. De leur culture. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, après, même la solution que je viens de donner, si les villageois retournaient dans leur pays, que tout s'est stabilisé, mais il y a un autre problème qui se pose parce que ce n'est pas aujourd'hui que les Noirs vont pardonner aux Arabes au Darfour. Donc ça, c'est un autre problème qui va arriver. C'est un peu le problème des Balkans. Oui. C'est balkanique. Parce que la question de pardon, dernièrement, c'était le 7, le lundi. J'étais invité à la commémoration, au 14e anniversaire de la commémoration du génocide au Rwanda, à Lille. Donc j'étais là. Le problème, c'est ça. Maintenant, la difficulté, c'est de pardonner. Et d'expliquer aux hommes, aux femmes, aux hommes avec un grand H, qu'il faut pardonner. Il faut pardonner, mais le pardon, ce n'est pas une chose facile. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Massacrer sa famille. Ce n'est pas évident. Il y a encore des gens qui ont vécu l'occupation française, allemande en 39-45, et qui ne supportent pas les Allemands au jour d'aujourd'hui, qui ont 90-95 ans. Tout à fait. D'accord. Mais je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci. Même ceux qui sont venus en France n'ont pas été accueillis. S'ils étaient accueillis, ils seraient envoyés dans des centres adaptés. Mais non. C'est comme ça qu'ils sont tassés à Calais. Et si je n'avais pas mené cette action de les accueillir ici à Arras, je ne sais pas comment ils allaient faire. Bon, moi, ce qui m'avait donné vraiment la force de les